Voilà, nous sommes en train de connecter, on essaye de faire une émission en même temps. Hop là, voilà, nous sommes, j'imagine, connectés, nous essayons de faire une émission en même temps sur YouTube et sur X. La dernière fois que Elon Musk a essayé la chose de faire une conversation avec Donald Trump, ça a pris 45 minutes de retard et Donald Trump parlait en zozotant, donc j'espère que ça ne sera pas le cas aujourd'hui. J'ai un co-hôte qui est connecté, c'est formidable. Yann, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tout va bien? Yann de Carte du Monde, est-ce que tu es là? Oui, je t'entends et je vais essayer de ne pas zozoter. Ah bah tant mieux. C'est formidable. Thomas, est-ce que le son est bon? Donc je salue en même temps, hein, double personnalité, donc d'ubiquité. Je salue tout le monde qui est en train d'arriver sur ce space sur X et en même temps qui s'installe dans le chat de la chute. Aujourd'hui, c'est une émission un petit peu particulière sur la forme mais aussi sur le fond. Avec toi, Yann, donc j'invite, hein, on va commencer par le plus important tout de suite. Si vous n'êtes pas encore abonné au compte Carte du Monde, mais qu'est-ce que vous attendez les gens? C'est le moment de le faire, c'est vraiment le compte essentiel. Tu ne traites pas que de la politique américaine, tu traites de la politique américaine de temps en temps avec ton angle particulier qui est celle de la géopolitique, des enjeux internationaux, mais c'est un compte formidable pour suivre justement tout ce qui est actualité internationale. Tu as aussi un Twitch, donc j'invite tout le monde à faire ce qu'il faut faire, et donc c'est-à-dire s'inscrire en ton compte. Et donc comme je disais, émission particulière parce qu'aujourd'hui on va parler de deux candidats, de deux visions du monde. On va essayer d'explorer ce que pourrait être une présidence Harris ou une nouvelle présidence Trump sur les questions de l'OTAN, l'Ukraine, Israël, la Palestine, Taïwan. On va essayer aussi de prendre vos interventions et vos questions à un moment, c'est-à-dire que soit ça sera des messages sur le chat, sur notre YouTube, soit on fera monter des gens ici, évidemment en respectant les règles les plus élémentaires, prouver au monde entier que l'on sait encore faire des échanges de qualité sur X, que ce n'est pas simplement un rendez-vous des extrémistes et de la toxicité, dans la courtoisie, dans le respect des idées de tout le monde, et évidemment j'en prends la responsabilité, Yann. Si quelqu'un déborde, hop, il est viré. Hein, he's fired. Comme disait Donald Trump, c'est vraiment le truc. Donc voilà, est-ce que le sommaire que tu as préparé, donc la question, c'est vraiment une transition pourrie d'émissions radio des années 80. Est-ce que le sommaire te va, Yann? Parfait, et je tenais sincèrement encore à te remercier de l'invitation qui me touche énormément parce que tu fais un travail formidable de suivi de la politique américaine. Je pense que tout le monde est d'accord que tu es une référence dans ce domaine-là, et merci encore pour tes gentils mots de présentation sur mon compte et mon travail sur les réseaux. Donc voilà, c'est vraiment avec grand plaisir que je suis là, et on va essayer de discuter un petit peu de ce que tu disais là. Qu'est-ce que serait une présidence sous Kamala Harris ou sous Donald Trump au niveau des enjeux géopolitiques, et je vais tenter de répondre au maximum de questions avec les connaissances à ma disposition, bien entendu. Ouais, ça va être top. Et puis, on a un autre point commun. Avant de faire une petite parenthèse, on a un autre point commun, toi et moi, c'est que lorsque l'on ne sait pas, lorsque l'on n'est pas certain, on va vous dire, voilà, on ne sait pas, on n'est pas certain, on peut se tromper. Personne n'a la science infuse, et donc ce n'est pas le cas. Tes remerciements, c'est super sympa, mais ça me rappelait, et on va commencer par ça, ça me rappelait lorsque Trump était président à la Maison Blanche, et lorsqu'il faisait justement ces équivalents de Conseil des ministres, la première partie du Conseil des ministres, ce qui était un côté un petit peu coréen du Nord, était de faire des compliments à Donald Trump devant les caméras, de dire vous êtes le meilleur guide suprême que l'Amérique n'ait jamais connu, et voilà, on en est là. Non, mais je sais que c'est sincère, qu'on apprécie, que ça fait pas mal de temps qu'on essaye de monter quelque chose et qu'on apprécie Oui. chacun le travail de l'autre. Voilà, je pense que tout le monde maintenant s'est installé. Je suis en train de regarder, oui.
Il y a du monde sur Space, il y a du monde sur YouTube, donc on peut y aller. On va ouvrir, si tu le permets, notre premier dossier et évidemment on va faire une place particulière aujourd'hui à l'Europe et l'Europe on va la traiter à travers le prisme de l'OTAN où là pour le coup ça va peut-être être une constante de cette émission d'ailleurs, on a deux positions complètement tranchées. D'ailleurs tu as fait ce matin un tweet sur un extrait vidéo hier d'un discours de Donald Trump où il a parlé un peu de l'OTAN. Donc voilà, donc si tu veux, je pense que le plus simple avant de lancer la discussion, c'est de commencer sur les positions de chacun. Est-ce que tu te lances sur celle de Donald Trump, celle de Harris? La parole est à toi, cher Yann, vas-y. Merci William. On va commencer par Donald Trump, vu qu'en plus, comme tu le disais, j'avais fait un petit tweet qui rappelait un passage de son meeting hier. Donald Trump, quand il a été déjà à la présidence à la Maison-Blanche, il avait souvent un rapport un peu violent avec les membres de l'OTAN. Et là, actuellement, il réitère un peu ses propos. Il avait, je crois que c'était en février ou mars de cette année, déclaré que les pays membres de l'Union européenne, enfin membres de l'OTAN, qui ne mettaient pas 2% de leur PIB dans le budget de la défense, ils ne viendraient pas les aider et limite, ils encourageraient la Russie à les attaquer. Donc c'était vraiment un dérapage comme il sait le faire. Ça a été un électrochoc pour les pays membres, notamment sur le continent européen, parce qu'ils se sont dit, ok, il a des chances de revenir, et s'il revient, on est encore dans une situation d'instabilité au niveau de nos alliances. Donc, de ce point de vue, il y a un côté, entre guillemets, positif et négatif. Après, ça dépend aussi des points de vue. Mais vu que c'est un électrochoc pour les Européens, on peut constater que depuis, alors la guerre en Ukraine a favorisé la chose, mais que les dépenses dans les budgets de la défense des pays européens ne fait que de croître quasiment pour atteindre pour beaucoup 2% voire plus. La Pologne, eux, ils sont bien plus parce qu'ils sont entre guillemets en première ligne avec les Russes et ils ne peuvent pas se supporter pour dire les choses simplement. Donc voilà, toujours ce type de menace. Vous payez pas, donc je ne vais pas assurer votre sécurité. C'est une relation, un rapport de force, et une relation transactionnelle entre guillemets pour dire les choses simplement. Là, non, les relations transactionnelles, c'est peut-être la signature de Trump président. D'ailleurs, dès qu'il arrive, on verra tout à l'heure avec Taïwan, ça a été pareil. Je vais te proposer une autre analyse de la situation, si tu veux. Et je ne dis pas que la mienne est juste, que la tienne est juste. En tout cas, je trouve que c'est intéressant pour le public d'avoir les deux positions, un autre point de vue, et de se dire que si en fait Donald Trump surfe sur quelque chose qui se serait passé sans lui, cette fameuse augmentation. On revient à Donald Trump et l'OTAN, comme tu l'as dit, c'est pas nouveau, c'était même un thème de sa campagne déjà en 2016, on a tendance à l'oublier. En 2015, il avait annoncé que l'OTAN était obsolète, c'est son mot, que l'OTAN était obsolète et qu'il avait de meilleures idées, de meilleures solutions. Il allait pas nous dire ce que c'était, c'est sa fameuse stratégie de campagne en disant, vous verrez, quand je serai en place, comme maintenant il dit, si je suis en place, l'Ukraine, on va en parler un petit peu plus tard, il y aura une solution, faites-moi confiance. Là, c'était pareil, c'est obsolète. Il expliquait que l'OTAN, et c'était faux, l'OTAN n'était pas impliquée, par exemple, contre le terrorisme. On les a vus faire, c'est la plus grande mission, je pense, de l'OTAN d'ailleurs, de mission de contre-terrorisme en Afghanistan. Donc après, il a été obligé de dire non, ils le font, mais c'est grâce à moi, ça n'existait pas avant, ce qui est faux. Et ce qu'on oublie, à mon avis, et c'est là où je me dis, ok, est-ce que c'est grâce à Trump ou Trump le sait et profite dessus? C'est que en 2014, il y a eu cet engagement signé des pays de l'OTAN d'augmenter leur contribution au budget de la défense. Donc menace ou pas menace, ils avaient 10 ans pour le faire, et on a vu les pays européens le faire, et donc en termes de calendrier, cette augmentation se passe
en parallèle de la présidence Trump. Donc après, c'est facile pour lui de dire ouais, mais c'est parce que je menace que cette augmentation a lieu, alors que finalement elle était dans les, dans les textes. La première personne, le premier président américain d'avoir, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu cette signature, à avoir râlé sur le fait que pas payer l'Amérique parce que Trump joue sur une espèce d'ambiguïté en faisant le propriétaire, c'était dans ton extrait d'ailleurs, le propriétaire d'immeuble qui est en train de dire ah vous payez pas votre loyer, hop, je vais pas vous protéger. Mais le premier président à avoir râlé que certains pays ne respectaient pas le cadre de leur engagement de défense, c'est Obama. En fait, il a repris un axe de la communication d'Obama président. Il y a rajouté la méthode Donald Trump qui fait ces fameux meetings où il invente, d'après ses conseillers, ces fameuses réunions où une fois c'est Macron, une fois c'est pas cité, ils sont en gros à genoux devant lui parce qu'il les terrorise. Ça plaît évidemment à sa foule, à son public. Mais donc voilà, tu vois, il y a une autre perspective de se dire, est-ce que c'est l'efficacité de ses propos ou c'est parce que finalement c'était prévu et en bon politicien, parce qu'on peut critiquer Trump sur plein de choses, mais il a un véritable instinct pour ce genre de truc. Il s'en empare et le présente sous un angle qui lui est favorable. Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, c'est intéressant parce que là, je ne savais pas qu'Obama avait fait pression à cette époque. Sous son mandat, pour les 2%, j'étais pas, à ce moment-là, je suivais pas encore trop la géopolitique, on va dire. Je pense il y a un peu des deux, c'est-à-dire que, comme tu le dis très bien, il aime, c'est un excellent animal politique, hein, on peut pas lui enlever ça, c'est un animal politique très doué, et donc il surfe sur cette hausse qui était progressive dans les pays européens membres de l'OTAN, mais en même temps, la guerre en Ukraine a vraiment été un accélérateur dans les dépenses militaires, notamment pour tous les pays de l'Est, qui sont plus ou moins proches de la Russie ou qui ont un passif avec la Russie assez compliqué pour le dire gentiment. Donc je pense qu'il doit y avoir un peu des deux, le côté je surfe sur un événement qui est déjà en train de se dérouler et en même temps une fois que les dépenses sont arrivées, il pourra dire bah oui, c'est grâce à moi, c'est grâce à ma méthode d'homme fort. On a un peu entre guillemets un culte de l'homme fort autour de Donald Trump au niveau de son image. Donc je pense qu'il doit y avoir un peu des deux. Je pourrais pas être plus précis sur la chose parce que là c'est un peu particulier Non, et puis en plus, comme situation et comme stratégie. la réponse, on l'aura jamais. Et c'est pour ça que je te dis, je te propose une deuxième vision. Il Oui. doit, à mon avis, comme toi, je suis assez d'accord avec ça, il doit y avoir les deux choses. Ce qui est clair, en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, je sais que c'est une émission principalement de politique extérieure, mais c'est devenu pour Donald Trump aussi un argument de campagne lorsque il met en avant ce fait, ça projette effectivement l'image d'un homme fort. Hein, il le fait à plusieurs, lorsque par exemple il explique comment il a renégocié, même si factuellement c'est faux, hein, il explique comment il a imposé des droits douaniers à la France et ça le projette en permanence dans cette image de l'homme fort. Il veut se comparer en permanence à Poutine, au président de la Chine, etc. etc. Il y a cette dimension. C'était d'autant plus important que c'était en fait son axe de campagne, on appelle ça une campagne visuelle contre Joe Biden, de montrer que Joe Biden était vieux et faible et que lui donc était plus jeune et fort. Donc c'est vrai que l'OTAN a été utilisé en plus en sachant très bien que le public américain n'a aucune idée, hein, honnêtement, de la manière dont ça se passe. Ils ont le sentiment que ce sont, en tout cas c'est ce que Trump leur vend, c'est que ce sont les Américains qui avancent l'argent pour tout le monde et que l'on doit payer les États-Unis comme une espèce de pays mercenaire, si tu veux, où on viendrait payer les troupes et le matériel américain. Et lorsque
Donc, il utilise le mot de delinquent. Ils sont des délinquants dans le sens ils ont du retard de paiement. Trump, il dit, ben, débrouillez-vous. Si Poutine vous attaque, ben, c'est à vous de gérer ça. Et puis c'est vrai, c'est comme tu l'as remarqué, il y a même eu dans ce discours qui a créé cette panique en février-mars 2024, il est allé plus loin en laissant entendre qu'il allait presque encourager Poutine. Mais en tout cas, voilà, l'OTAN est une cible de Trump en fait depuis 2015 et ça va continuer dans cette campagne. Du côté Harris, ça se présente comment? J'imagine qu'on est dans le contraste absolu, non? Du côté de Kamala Harris, en fait, on est vraiment, pour dire les choses simplement, dans la continuité de la politique américaine, que ce soit sous Joe Biden ou Obama. Là, elle avait, lors du congrès démocrate, réitéré un plein soutien à l'institution de l'OTAN et aux alliés, et une aide constante en cas de conflit. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que on est sur deux visions. L'une, comme on l'a dit, où c'est l'homme fort qui menace et qui est dans un rapport transactionnel, et une autre qui est plus dans le soft power américain. Ne vous inquiétez pas, la diplomatie américaine est là, l'arsenal de guerre américain est là pour soutenir les pays membres de l'OTAN. Donc ça, c'est, en fait, on est vraiment, ouais, diplomatie versus force. Et je reviens juste un moment sur ce que tu as dit par rapport à ce que Donald Trump disait en disant, regardez, on a dépensé beaucoup d'argent pour l'Ukraine, etc. Il y a un aspect qui est fondamental et qu'il faut pas oublier. Quand l'Ukraine commande des armes, enfin, ça fait tourner l'industrie de guerre américaine. Donc ça crée du travail, ça crée de la richesse. Quand les pays européens se sentent terrifiés par la menace russe, à juste titre ou non, ça dépend les points de vue, mais qu'ils achètent, vers quel producteur d'armes ils achètent en priorité? Envers les Américains. Donc ça fait tourner la machine de guerre, ça fait tourner l'économie américaine. Donc c'est horrible parce que c'est pragmatique, mais ça fait tourner l'économie américaine en fait. C'est pas de l'argent jeté en l'air, loin de là en fait. Ouais, ça avait été effectivement, tu fais bien de le préciser, un des points que la campagne Biden avait essayé de mettre en avant au début de l'année 2024, entre autres lorsqu'il y avait eu ces déclarations. Ça correspondait à peu près au moment de l'année où il y a le discours devant le Congrès, the State of the Union. Et il en avait parlé, Biden, et il y avait eu justement des publicités politiques, des spots qui allaient dans ce sens-là, en expliquant qu'en fait ça permettait même, non seulement ça créait des richesses, ça créait de l'emploi, mais qu'en plus ça permettait à l'armée américaine de renouveler ses stocks au lieu que, on n'y pense pas souvent, mais que par exemple les munitions ont une capacité de vie, j'allais dire, c'est pas la bonne formule, mais ont un temps limite d'utilisation, les munitions, et que donc en fait de les envoyer en Ukraine, ça permettait de renouveler ces stocks-là. Du côté de MAGA, évidemment, bon, on empiète sur le prochain sujet, mais ils sont tellement liés les deux. C'est America First, et c'est de dire, au lieu d'utiliser cet argent, qui est un point d'ailleurs de propagande du Kremlin, au lieu d'utiliser cet argent pour l'Ukraine, il faut que cet argent aille aux Américains. Et il y a vendredi, je ne sais pas si tu as suivi ça, il y a Robert F. Kennedy Junior qui a rejoint la campagne de Donald Trump, et c'est à peu près son seul commentaire sur l'Ukraine en disant voilà, cet argent qui va aider l'Ukraine, ça serait mieux que on l'utilise aux États-Unis pour les Américains. Donc ça nous ouvre vers aussi sur cette notion de protectionnisme, de Donald Trump et d'un futur mandat de Donald Trump, en disant finalement ce côté gendarme du monde, à tort ou à raison, pour le bien ou pour le mal, ça nous intéresse pas. Nous, la seule chose qui nous intéresse, ce sont les Américains. C'est quelque chose que tu perçois vu d'Europe, le risque de cette espèce d'isolationnisme américain à travers l'OTAN, mais pas que. Alors, c'est un risque.
Et en fait, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'à la fois, comme je disais à un moment, un côté positif, un côté négatif. Le côté négatif, par rapport au continent européen, c'est sans le soutien américain sur le plan militaire, juste stricto militaire, est-ce que les Européens ont les capacités de défendre leur continent? À l'heure actuelle, on n'a pas une production assez importante d'armes, de munitions, de véhicules pour tenir ce qu'on appelle une guerre de haute intensité. C'est une guerre de haute intensité, pardon. C'est quand deux armées conventionnelles s'engagent sur le front. Mais en même temps, ça met, on va dire, un point positif, enfin selon le point de vue, c'est que ça relance le débat d'une Europe de la défense, ou en tout cas d'une mutualisation de nos moyens de production, de nos moyens d'achat, d'armement en fait, parce qu'à un moment, c'est terrible ce que je vais dire, mais il ne faut jamais oublier que historiquement, la paix est une anomalie. La paix, une situation de paix est une anomalie historique dans la vie des nations. Et en même temps, si tu veux empêcher une guerre, il faut que tu aies les moyens de te défendre pour dissuader ton adversaire. Donc si tu n'as pas les moyens de te défendre, automatiquement, des nations qui vont avoir des visions belliqueuses envers toi vont se dire tu es une proie facile, donc je peux t'attaquer. Donc le côté positif, c'est est-ce que ça va réveiller, en fait, comme on dit, le réveil européen sur les capacités de production, sur le fait que la paix n'est pas un acquis, qu'il faut la protéger et en avoir les moyens de le protéger. Et en même temps, perdre l'allié américain historique, quand bien même des fois on est en compétition, parce c'est les relations internationales, hein, des fois on se fait des petits coups dans le dos, ça serait aussi compliqué dans l'image que peut amener, on va dire, l'Occident à l'international en termes de puissance qui peut sécuriser ou stabiliser des situations de crise, peut-être à tort ou à raison selon les conflits, bien entendu. Ah bah c'est un point de vue qui est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que c'est vrai que d'un coup, c'est une remise en question de presque de cet équilibre mondial qui a été tracé après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, cette union entre les États-Unis et l'Europe qui se considèrent comme alliés et vice-versa, de se dire, voilà, si on ne peut plus compter sur les Américains, s'il y a un Donald Trump qui arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? On se retrouve entre Moscou d'un côté, la Russie d'un côté, on voit ce qui se passe en Ukraine, on va en parler dans quelques minutes, et de l'autre, un allié américain qui dit, bon, finalement, c'est plus trop notre problème, ça nous intéresse plus. Donc, ce sont aussi des nouveaux défis pour l'Europe. J'imagine aussi que vu d'Europe, je sais qu'il y a eu beaucoup d'angoisse il y a quelques mois, justement à cause de ces déclarations-là, à cause du fait qu'il avait de l'avance sur Biden dans les sondages. Est-ce que tu as une perception que actuellement il y a un espèce de changement, un soulagement en se disant bon, c'est pas certain qu'il gagne en novembre? Est-ce que c'est quelque chose de perceptible vu du côté européen? Alors ça, c'est toujours compliqué à dire parce qu'à chaque fois, sur les réseaux qu'on suit, quand on suit des comptes, etc., les algorithmes nous mettent dans des bulles. Ouais. Donc automatiquement, moi qui, on va dire, ai une position plus favorable envers Kamala Harris qu'envers Donald Trump, automatiquement mes flux font remonter des discours d'un coup de bouffée d'air par rapport à Kamala Harris qui arrive face à Joe Biden qui était critiqué non pas pour ses compétences, mais pour son âge et sa capacité à tenir. Donc, en checkant moi beaucoup les réseaux sociaux, ça c'est difficile à dire parce que automatiquement il y a des bulles informationnelles. Donc c'est délicat. Après, il y a quand même une forme de soulagement, en tout cas on va dire dans tout ce qui va être une vision plus traditionnelle des relations avec l'Amérique, en se disant ok, on a des chances que Kamala Harris passe, donc une forme de stabilité, mais après il faut quand même, il y a quand même une musique, une petite chanson en fait qui est là derrière, c'est même si Trump n'a pas réussi à arriver au pouvoir, enfin n'arrive pas au pouvoir aux élections, il faut se préparer potentiellement à ce que les USA
et l'Europe se sépare progressivement sur des questions de sécurité et donc sur des questions d'intérêt stratégique chacun. Donc, ça, dans tous les cas, qu'il gagne ou qu'il ne gagne pas, je pense que à minima, ça a réveillé cette conscience que, ok, on a des intérêts qui peuvent être divergents, et si on est à chaque fois accroché à l'élection américaine pour savoir comment on va assurer notre défense, c'est dangereux. Ouais, En fait. c'est dangereux et puis c'est une vision à très très court terme, donc une vision à tous les 4 ans et effectivement ça complique la donne. On va prendre l'appel de Anto. Alors Anto, j'espère que on va essayer de faire ça de manière thématique, que ton intervention et ta question est liée à l'OTAN et pas que tu vas venir nous poser une question sur Israël, sur Taïwan ou sur l'Ukraine parce que ce sont les sujets qui arrivent, donc on y répondra évidemment plus tard. Mais donc voilà, donc je vais faire intervenir, on va commencer Anto qui est en même temps sur le chat de YouTube où nous sommes en direct et en même temps sur le space, sur X. Donc voilà, Anto, ça va être à toi. Donc tu n'as plus qu'à appuyer sur... Voilà, ça marche, tu connais. C'est pas ta Et première. oui, c'est pas ma première, effectivement. Bonsoir à tous. William, que Salut. dit Thomas, et Yann, que je découvre avec grand plaisir, et je me suis abonné Bonsoir. avec empressement. Bah oui, alors je vais essayer de pas déborder sur les sujets d'après, parce que je me doutais que justement, fallait pas déborder, parce qu'il y avait plein d'autres sujets. C'est une question commentaire, c'est un peu compliqué dans ma tête, mais je sais à peu près où je veux en venir. Comme je pense que la guerre, en fait, il y en a partout depuis longtemps, mais c'est l'Europe n'avait plus l'habitude que ça soit sur son sol. Donc, pour préciser un peu ce que tu disais, Yann, je pense que les gens, l'Ukraine a fait peur à beaucoup de monde. Et très clairement, c'est là où j'allais en venir, un peu à ce que vous venez de dire. Est-ce que vous pensez pas que des conscriptions obligatoires, comme un peu ce qu'on a perdu en France, des choses comme ça, ils vont pas le faire de toute façon, parce que le risque qu'ils avaient un peu perdu de vue leur chauffe un peu de trop près, quoi. Quels que soient les pays d'ailleurs d'Europe, hein, parce qu'on sent bien la Pologne qui est très très près, tout ce qui est pays, les anciennes républiques, tout ce qui est Lettonie, Estonie, Lituanie, et c'est pareil, je pense qu'ils sont très 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 effrayés. Mais nous, j'ai l'impression qu'on y va aussi, quoi, sur le côté, attention, on se mobilise intelligemment, quoi. Ok, ben Yann, je vais te laisser répondre, pas forcément dans un angle politique, c'est pas une question de se Oui. poser, on va pas se positionner en se disant est-ce que c'est la bonne chose à faire, pas la bonne chose à faire, etc., mais en se disant est-ce que ça peut être une éventualité et une réponse. Là, tu disais voilà, l'Europe ne peut plus être en position de se dire tous les 4 ans avec une élection, ça peut changer, il faut qu'on soit proactif dessus. Est-ce que ça peut être une réponse à ce nouveau défi? Alors, je vais essayer de répondre de manière synthétique parce que je me connais, je peux faire des réponses fleuves. C'est pas grave, on est habitué dans l'émission. T'inquiète pas, tu es quand même en direct sur une émission qui, par moment, a dépassé les 8 heures de direct continu. Donc, tu peux y aller, frérot. Allez, Ok, je vais essayer d'être synthétique. Déjà, il y avait une première partie que tu disais, c'était l'Europe n'était plus habituée à la guerre sur son sol. C'est vrai et faux parce qu'on a eu l'explosion de l'ex-Yougoslavie, mais on s'en rappelle pas. Et surtout, en fait, depuis les années 2000, les armées européennes et même l'armée américaine étaient plutôt habituées à des guerres, on va dire, contre-insurrectionnelles ou antiterroristes. Quand la France est intervenue au Mali, c'était contre du terrorisme. Quand les Américains, avec les Alliés, étaient en Afghanistan, au début, il y avait l'État des talibans, qui est tombé très rapidement, et ensuite, après, c'était contre-insurrectionnel. Donc, en fait, c'est déjà une autre manière de faire la guerre, une autre manière de penser la guerre, et donc pas le même arsenal. Et c'est pour ça que beaucoup étaient surpris au début de la guerre du retour, entre guillemets, en grâce, des pièces d'artillerie, qu'on voyait plus depuis longtemps, les pièces d'artillerie qui revenaient, les colonnes de chars qui revenaient, etc. Donc déjà, c'est une autre manière de faire la guerre. Donc là, ça doit changer aussi les moyens de production pour les remettre sur ce type d'armement. Ensuite, après, pour la question de la conscription, j'ai plus les noms en tête, mais il y a dans plusieurs pays, notamment de l'Est et du Nord, où le débat sur la conscription est en train de revenir parce qu'il y a une véritable crainte
de devoir rentrer à un moment ou un autre dans une confrontation armée, que ça soit de manière agressive ou de manière défensive. Donc ça va être un sujet de société qui va revenir, clairement. Ça c'est vraiment un sujet qui va revenir. Après, est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre? Oui, non. Quel type de conscription? Parce que c'est pareil, faire une formation militaire qui dure 6 mois, ça n'a pas d'intérêt techniquement. Il faut faire des formations militaires qui durent beaucoup plus longtemps dans le temps, mais ça a toujours un coût, c'est un coût financier, parce que mobiliser des gens pendant 1 an ou 2 ans en formation militaire, c'est des gens qu'on n'a pas dans l'économie, en fait. Donc en fait, à chaque fois, c'est des questions de sécurité et des questions de coût. Est-ce que la nation a la capacité financière et la volonté politique de faire ces choix-là, en fait? Et quand tu parles de volonté politique, j'imagine que c'est évidemment, on a une émission qui s'appelle Sentinelle, je ne sais pas si tu connais, avec Maître Eolas, où on parle de la France en campagne, mais on a beaucoup parlé justement du positionnement de Trump pour des raisons électorales. Est-ce que l'OTAN est un enjeu politique en France où on regarde juste cette situation-là sans plus s'en inquiéter? Alors, je suis pas trop la politique intérieure, même si je l'aime bien, mais je sais que voilà, déjà sur les réseaux, j'en parle pas beaucoup parce que déjà Tu fais parler bien. des conflits Tu fais internationaux, bien. je prends des coups et des menaces. Donc si je parle en plus de la politique nationale, là c'est terminé pour moi. Donc j'essaye de séparer les choses. C'est un sujet, mais ça reste, j'ai l'impression de mon point de vue, à la marge, la question de l'OTAN. Après, on a toujours des partis ou des lignes idéologiques qui sont favorables à l'OTAN et d'autres qui sont défavorables à l'OTAN. Donc voilà. Après, c'est tout bête. Je vais reprendre un exemple. Ça avait été très critiqué par certains. C'est sous Nicolas Sarkozy, si je ne me trompe pas, que la France intègre le commandement, enfin officiellement au niveau de l'OTAN. Ben en fait, quand on discute avec des militaires, ils disent bah en fait c'est bête, mais on était déjà à leur côté. C'est juste que ben là on était dans les trucs de commandement. Donc on pouvait opérer avec une meilleure manière de communiquer. Donc voilà, enfin ça n'avait pas changé, ça avait juste donné un coup de pouce sur les opérations militaires communes, mais c'était pas un changement non plus majeur sur la chose. Mais voilà, ça reste en débat chez certains au niveau des lignes idéologiques, mais je sais pas à quelle ampleur réelle dans les partis français, parce que c'est pas quelque chose qui me passionne vraiment. Ouais, je veux bien comprendre. Anto, est-ce que Yann a répondu à ta question? Est-ce que tu as une suite de questions par rapport à ça? Oui, complètement. Ça va dans l'esprit de ce que j'imagine, puisque c'est vrai qu'à l'heure actuelle, en France, on parle pas trop de ça, parce que c'est pas du tout l'humeur du moment, hein, on va pas se mentir. Mais c'est quelque chose qu'on avait déjà laissé entendre. Voilà, et je sais que même si le fameux service militaire, il y a le côté financier, hein, je suis complètement d'accord avec toi. C'est le côté politique de ça. J'ai l'impression que qu'on soit pour ou contre, hein, c'est un vrai sujet complexe, mais qui est plus sensible à l'est que chez nous encore. Et je confirme bien ce que je disais. Donc, je reviendrai peut-être plus tard, William. Hein, tu me connais. Hein. Il n'y a pas de Mais pour problème. l'instant, je vous laisse avancer sur les T'es sujets. bienvenu. T'es bienvenu. Merci, merci à toi. À plus tard. Bye bye. Merci à vous. On a une question sur le chat de Corneille Online, qui nous dit j'ai l'impression que les États-Unis ont une relation militaire tout particulière. En tant que pays continent et autonome, la puissance militaire ne repose que sur une forme d'interventionnisme permanent, et c'est une question. Donc, la manière dont je vais reformuler cela pour toi, Yann, est-ce que tu as ce sentiment que, quelque part, cette volonté non interventionniste affichée de Trump, parce qu'après il y a la réalité et il y a le discours, et ça pourrait être toute une émission, hein, lorsqu'en permanence on vient me voir en disant oui, mais Trump n'a jamais déclenché de guerre. Et lorsqu'on voit la réalité de ce qui s'est passé pendant sa présidence dans plein de pays, on n'est pas dans cette logique-là. Mais est-ce que cette volonté non interventionniste de Trump est en complet décalage avec la réalité américaine qui aurait un besoin, et pourquoi ce besoin d'être effectivement en intervention
à travers l'OTAN, mais pas que, à travers le globe. Comment tu vois ça, à ton côté, de la politique extérieure américaine en 2024, avant l'élection? Alors, déjà pour le côté isolationniste, en fait, c'est un courant qui a toujours traversé à des degrés différents, avec un niveau de puissance plus ou moins élevé, la société américaine. C'est quelque chose d'historique. Il y avait un personnage politique, je me rappelle plus lequel, aux USA, qui disait qu'il fallait se tenir éloigné des affaires de la vieille Europe parce que c'était souvent des conflits, etc. Et donc se préserver. Après, pour l'interventionnisme américain ou non-interventionnisme, c'est que maintenant la puissance américaine est basée sur sa capacité à intervenir à travers le monde et à soit soutenir ses alliés, soit soutenir ses intérêts politiques, économiques, diplomatiques. C'est ça qui fait sa grande puissance, parce qu'aucune nation au monde n'a cette capacité d'envoyer des armées à l'autre bout du monde aussi massivement que pour la position de Donald Trump. Je pense qu'à titre personnel, je pense qu'il flatte, on va dire, une certaine frange de l'électorat, parce que de mémoire, quand il était au pouvoir, c'était pas le dernier pour ordonner des frappes de drones sur des leaders. Je sais pas si c'était les gardiens de la révolution iraniens qui étaient en Syrie, ou sur des têtes d'affiche de groupes armés régionaux. À un moment, il avait dit, je me souviens, il y avait eu des GI américains qui étaient morts au Moyen-Orient, et il avait dit pour un litre de sang américain qui coulera, nous ferons couler des gallons et des gallons de sang. Donc c'est ça qui est entre guillemets un peu hypocrite, dans le sens où il est dans un rapport de force. La force est et on va dire un totem politique dans son image, et donc quand il faut montrer les muscles, c'est quelque chose où il est limite le premier à y aller. En fait, il n'y a pas de problème pour ça. Je sais pas si ma réponse arrive à répondre correctement. Ouais, il n'y a pas de problème. Et en plus, je trouve que ton analyse est assez juste. C'est que il y a cette espèce d'ambiguïté sur sur sa position, en tout cas sur sa perception par son électorat, qui a le sentiment, parce que aussi c'est effectivement ce que la propagande interne, la communication, les réseaux sociaux, comme tu disais tout à l'heure, la bulle des réseaux sociaux les nourrit, que en fait il n'y a pas eu de conflit pendant les 4 ans de présidence de Trump, alors que non seulement il y a eu des interventions, et pas que, on va en penser ici au Yémen, ici par exemple, c'est juste la nature de la guerre qui a changé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un envoi de troupes comme on décide de dire voilà on fait, il y a eu les opérations Desert Storm et compagnie, c'est pas sous cette forme-là, mais l'interventionnisme américain continue. Est-ce que il se passe dans tous les pays ou dans certains pays qui étaient en tête de liste des priorités américaines? Je ne sais pas, mais ça continue différemment. Donc voilà. Et après, la deuxième partie de la question, c'est est-ce que le pouvoir américain a besoin pour son équilibre, pour sa machine de guerre, est-ce qu'ils ont besoin en permanence de cette politique interventionniste? Est-ce qu'ils ont besoin de ce qu'on a appelé pendant des années, même si le terme est moins utilisé, de se positionner en gendarme du monde? Est-ce que tu as le sentiment qu'il y a un besoin américain d'aller dans cette direction-là? Alors, compliqué à dire. Je pense qu'il y a un besoin, si les USA veulent rester la superpuissance, contestée sur bien des aspects, mais rester la puissance internationale numéro 1. Parce que s'ils n'ont plus cette capacité militaire d'intervenir partout dans le monde, ils perdent ce statut. Et c'est ça qui fait leur force. Je vais prendre un exemple très simple pour montrer un peu la capacité logistique américaine, qui est juste incroyable en termes de déploiement ou de retrait de troupes. Quand les Américains se retirent d'Afghanistan, on a tous en tête ces images d'une débâcle terrible où il y a tout le monde qui court, etc. Mais
En termes de logistique, c'était des avions qui se posaient quasiment toutes les minutes, qui embarquaient des hommes, du matériel et qui repartaient. Aucune nation au monde n'a cette capacité de faire des ponts aériens à l'autre bout du monde pour soit faire replier un contingent important de soldats avec du matériel ou déployer des troupes. Et ça, c'est important. Après, ce qui se passe actuellement, et on en parlera un peu plus tard, notamment avec Taïwan, c'est que la politique américaine au niveau international, c'est que son concurrent numéro 1, c'est la Chine. Et donc, depuis Obama, on a ce qu'on appelle le pivot asiatique, c'est-à-dire qu'ils veulent se désengager du Moyen-Orient. Donc là, en ce moment, ce qui se passe au Moyen-Orient, ça fait pas leur affaire. Et pour tout tourner vers l'Asie, pour essayer de contenir l'expansion chinoise. Et pour revenir aussi sur l'Ukraine très rapidement, il y avait une phrase que Barack Obama avait prononcée à une époque, qui avait beaucoup humilié Vladimir Poutine, parce il avait dit que la Russie était une puissance, une moyenne puissance et plus une grande puissance. Donc ça avait été une gifle infligée à la Russie qui se fantasme encore comme à l'époque de l'URSS en termes d'influence. Et donc c'est nécessaire. Cette capacité militaire est nécessaire pour maintenir sa position internationale. Si elle n'a plus cette capacité militaire, les USA ne pourront plus rester en haut du podium, on va dire, pour le dire simplement, des très grandes puissances internationales. Ok, donc justement, tu parles de l'OTAN. Je te propose que nous, ça permet après de mieux découper l'émission. Sur YouTube, on fasse une pause de 5 secondes avec un jingle et que on passe justement au dossier ukrainien. Là encore, d'essayer de tenter d'établir les différences entre Donald Trump et Kamala Harris. À tout de suite, ne bougez pas sur X, on revient dans 5 secondes, c'est parti.